Bonjour à tous, donc je suis Guylain Lepoutre, votre professeur de droit cette année. On a essayé d'avoir un premier cours ensemble, mais malheureusement l'amphi n'était pas disponible, donc on n'a pas pu effectuer ce premier cours. Donc on commence malheureusement directement en distanciel. Pour essayer de rendre ce cours un soupçon plus vivant, j'ai pris le parti de faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi YouTube? Tout simplement parce que une fois postées, vous pouvez les consulter quand vous voulez. Et je ne sais pas si c'était possible via d'autres logiciels ou d'autres sites. Et bon, finalement, YouTube, ça reste très, très simple et très facile d'accès. Donc de mon côté, donc je suis, comme je vous l'ai indiqué, Guylain Lepoutre. J'enseigne en LEA maintenant depuis près de 9 ans. Et je suis donc professeur donc, de droit des obligations, mais aussi professeur en M1 de droit du commerce international. Et parallèlement aux activités de droit, je suis également avocat dans un cabinet d'avocat d'affaires international anglais. Voilà, vous savez à peu près tout sur moi. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important, vous, qu'est-ce que vous allez faire cette année et quel est l'objectif de ce cours. Nous avons un cours de droit des obligations qui va vous permettre d'apprendre les bases du droit. Le cours droit des obligations, c'est le cours fondamental qui permet ensuite d'aller vers des matières plus spécialisées. Mais sans savoir au préalable comment on forme un contrat, quelles sont les conditions pour le former, comment un contrat peut être annulé, on peut difficilement étudier ultérieurement d'autres sujets comme le droit social, comme le droit des affaires, comme le droit international privé, autant d'autres sujets qui seront évoqués au fur et à mesure de votre scolarité en LEA, si toutefois bien sûr votre souhait est de continuer jusqu'au bout. Cours de droit des obligations qui se divise en 2 semestres. Un premier semestre qui est vraiment tourné autour, autour du contrat, sa formation, son exécution et son éventuelle annulation ou sa résolution. Et deuxième semestre où on va plutôt s'intéresser à la responsabilité civile. Dans quel cas on engage sa responsabilité, soit au titre d'un contrat, responsabilité contractuelle, mais surtout dans quel cas on engage sa responsabilité délictuelle, c'est-à-dire quand on a fait un fait qui peut engager notre responsabilité. Soit on a commis une faute, soit on est responsable d'un objet, on est responsable d'une personne qui ont concouru à créer un dommage, un préjudice dont il est demandé réparation par un tiers. Donc le second semestre, responsabilité civile, premier semestre, droit des obligations. Voilà pour la présentation succincte de ce qui vous attend. Que vous dire d'autre? En termes d'ouvrage, je ne vais pas vous recommander un ouvrage en particulier. Mon cours, vous verrez, est assez dense, assez riche. Et je vous demande de vous baser sur mon cours essentiellement pour le jour de l'examen. Tout ce qui est dans mon cours est susceptible de devenir un sujet d'examen, mais bien sûr cela ne vous empêche pas de consulter d'autres ouvrages pour mieux comprendre mon cours, pour aller plus loin, pour essayer de mieux percevoir une notion que vous n'auriez pas bien comprise pendant nos cours, d'autant que j'ai bien conscience que les cours en distanciel, ça va être un petit peu plus compliqué que d'autres années. Je vous invite donc à ne pas hésiter à aller en bibliothèque de droit. Je ne vais pas vous donner des noms de livres, mais en général, les ouvrages les plus classiques en droit des obligations, c'est les précis de droit des obligations chez Dalloz, ça peut être l'équivalent de droit des obligations chez l'ITEC, qui sont 2 maisons d'édition, Dalloz et l'ITEC, qui sont aux éditions Bon Chrétien aussi, qui sont des grandes maisons d'ouvrages juridiques. Consultez, regardez ce qui vous plaît ou pas. Chez Dalloz, par exemple, on a les mémentos où c'est vraiment très succinct, c'est la base, vraiment la base quand on a fait une fiche et finalement on ne garde que la matière dure. Mais on a aussi
des précis où là c'est tout de suite beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. Parfois c'est bien d'aller lire quelque chose d'un peu plus compliqué que ce que je vous demande. En ayant plus d'informations, on comprend parfois mieux ensuite des choses plus simples. Que vous dire d'autre? On va avoir comme sujet d'examen cette année des cas pratiques. Moi, chaque année, j'interroge mes élèves essentiellement sur des cas pratiques. Donc, on va essayer d'apprendre à en faire. C'est bien sûr un petit peu plus compliqué cette année, puisque je ne sais pas quand je vous verrai, si tant est que je puisse vous voir réellement, physiquement, cette année, mais je l'espère. On va commencer par deux premiers cours en général, mais je sais sur YouTube en général ça va beaucoup plus vite, ou en tout cas on va faire beaucoup de définitions, beaucoup de vocabulaire. Alors je vous demande un petit peu de courage, parce que c'est pas forcément la partie la plus drôle de ce que l'on va étudier ensemble cette année, mais d'une part c'est dans votre programme, et d'autre part si c'est dans votre programme c'est bien parce que c'est utile d'étudier le vocabulaire et les définitions de base du droit des obligations. Donc on va commencer du coup par vraiment essayer de comprendre ce qu'est une obligation et quels sont les principaux types de contrats, comment on peut classer les obligations. Donc pour commencer, introduction, grand 1, vous verrez on fait beaucoup de plans, avec moi en tout cas c'est très souvent le cas en droit, on aime bien faire des plans très, très précis. 1 point, définition d'une obligation. L'obligation peut être définie de la manière suivante, vous pouvez ouvrir les guillemets, il s'agit d'un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel l'une, c'est-à-dire le créancier, est en droit d'exiger quelque chose de l'autre, le débiteur. L'étymologie du mot obligation atteste d'ailleurs de la réalité de cette définition. Donc l'étymologie du mot obligation atteste de la réalité de cette définition. Obligation est composée du préfixe latin ob, qui signifie en vue de, et du verbe ligo ligare, qui veut dire lier. Donc l'étymologie du mot obligation atteste de la réalité de cette définition. Obligation est composée du préfixe latin ob, en vue de, et du verbe ligo ligare, qui veut dire lier. Donc on comprend bien qu'une obligation, c'est quelque chose qui est en vue de lier quelqu'un. On va maintenant passer au grand 2 de cette introduction, la distinction de l'obligation civile et de l'obligation naturelle. Qu'est-ce qu'une obligation civile? La particularité de l'obligation civile est qu'elle peut faire l'objet d'une sanction étatique. C'est l'existence de cette sanction étatique qui différencie l'obligation civile des devoirs de bienséance, de morale ou de religion. L'obligation juridique est donc celle qui produit un effet garanti par l'État et les tribunaux. Donc l'obligation juridique est celle qui produit un effet garanti par l'État et les tribunaux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la peine de noter. Ça veut dire tout simplement que si vous êtes le créancier d'une obligation, vous pouvez aller saisir un juge et demander à un juge de condamner l'autre partie à exécuter son obligation. Et vous pouvez très bien ensuite avoir recours à la force publique en demandant à un huissier d'intervenir, d'aller saisir par exemple les biens de votre débiteur parce qu'il vous doit de l'argent et vous allez saisir sa voiture, son compte bancaire ou autre, parce que vous êtes titulaire d'une obligation civile. On vous doit quelque chose et cet effet est reconnu par l'État.
dans le nouveau paragraphe, cet effet n'est pas toujours complet. Dans ce cas, on parle d'obligation naturelle. L'obligation naturelle n'est pas véritablement obligatoire. Elle est sans sanction, mais elle n'est pas nécessairement sans effet. Il peut s'agir, de petits points premiers tirés, d'une obligation naturelle pure. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'elle peut être une obligation naturelle pure, mais c'est par exemple le devoir alimentaire entre frères et sœurs. Si jamais vous avez un frère ou une sœur qui est en difficulté, vous pouvez très bien décider de l'aider, de lui donner de quoi survivre, de quoi se loger peut-être, de quoi manger. Donc c'est le devoir alimentaire entre frères et sœurs. Et si vous lui donnez donc une petite somme pour qu'elle puisse se nourrir ou de la nourriture, vous ne pouvez pas ensuite vous dire « Ah ben non, je me suis trompé, je voudrais récupérer ce que j'ai donné à mon frère ou à ma sœur, c'était une erreur, je vais demander à être remboursé. » Non. L'idée d'une obligation naturelle, c'est que si vous avez fait cette chose-là, votre frère ou votre sœur n'aurait pas pu demander votre condamnation à un tribunal, mais si vous l'avez fait, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui explique votre geste. Et donc vous êtes quand même tenu de le faire, simplement vous ne pouvez pas être poursuivi par votre frère ou par votre sœur si vous ne venez pas à leur rescousse. En revanche, vous avez certainement déjà entendu parler de cela, vos parents, eux, sont tenus de vous permettre d'être nourris, d'être logés, et de même si vos parents deviennent totalement indigents, c'est-à-dire extrêmement pauvres, eh bien, ils peuvent très bien vous demander votre aide, et si vous la refusez, ils peuvent saisir un tribunal pour demander à ce que vous soyez condamné à leur donner un petit pécule qui leur permette de survivre. Voilà, donc vous voyez, le devoir entre frères et sœurs, c'est une obligation naturelle, alors qu'à l'égard de ses parents, c'est une véritable obligation civile. Deuxième tiret, il peut aussi s'agir d'une obligation civile dégénérée. Obligation civile dégénérée. Une obligation civile dégénérée est une obligation qui n'a plus assez de force, mais qui survit tout de même à l'état naturel. Le cas le plus classique, c'est celui de la dette qui est prescrite. Vous savez qu'on a toujours un délai pour agir en justice, et qu'après un certain délai, on ne peut plus agir en justice, c'est trop tard. Mis à part les crimes contre l'humanité, il y a toujours une prescription pour demander quelque chose à quelqu'un. Donc si au bout de ce délai, vous étiez tenu d'une dette à l'égard de quelqu'un et vous n'avez pas payé votre dette, il ne vous a jamais demandé le remboursement de cette dette, vous a jamais assigné devant un tribunal pour obtenir le paiement de celle-ci. Eh bien, dans ces cas-là, votre créancier, il est prescrit, il ne peut plus agir contre vous. Il ne peut plus aller devant un tribunal. Toutefois, si vous, de votre côté, vous prenez la décision de payer votre débiteur, eh bien alors, si vous l'avez fait, c'est qu'il y a quand même quelque part une raison. Vous n'avez pas fait en exécution d'une obligation civile, puisque la dette est prescrite, mais vous l'avez fait en raison d'une obligation qui est pour vous civile dégénérée, obligation naturelle. Et donc, à partir du moment où vous avez payé, vous ne pourrez pas ensuite vous dire « Ah bah mince, je m'aperçois qu'elle a été prescrite, je suis bête, j'aurais jamais dû payer. Je vais demander aux tribunaux de condamner mon débiteur à me rembourser en disant que ça ne lui était pas dû. » Ce qu'on appelle l'action en répétition de l'indu. Quand vous payez quelqu'un par erreur, vous êtes trompé sur un virement bancaire, et bien vous faites une action en répétition de l'indu et on vous rembourse. Et bien là, vous ne pourrez pas faire une action en répétition de l'indu parce que finalement, votre paiement, il avait quand même une raison, cette espèce d'obligation naturelle, d'obligation civile dégénérée, qui résulte d'une ancienne dette que vous aviez à l'égard de votre créancier. Voilà donc pour la distinction entre obligation civile
et obligations naturelles. Grand 3 de cette introduction, distinction des actes juridiques et des faits juridiques. Un acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire certains effets de droit. L'effet de droit obtenu est intentionnel. Parmi les actes juridiques figure en particulier le contrat ou bien encore le testament. Un fait juridique, lui, est un événement volontaire ou non. Donc un fait juridique est un événement volontaire ou non, dont les effets sont indépendants de la volonté de leur auteur. Exemple, un délit. Donc vous allez voir, au premier semestre, on va vraiment se focaliser sur les actes juridiques, essentiellement sur le contrat. Et au second semestre, on va s'intéresser davantage aux faits juridiques. Si vous causez un accident, dans quelle mesure votre responsabilité est engagée. Donc voilà pour cette première introduction sur notre cours. Donc première partie, premier titre, le contrat. Grand 1, définition du contrat. Donc, grand 1, définition du contrat. L'article 1101 du Code civil définit le contrat de la manière suivante. Le contrat est un accord de volonté. Donc le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Et vous pouvez fermer le guillemet. Donc voilà la définition du contrat dans le Code civil. Finalement, si on réfléchit, quels sont dans cette définition les éléments particulièrement intéressants? On va les étudier successivement. Donc le contrat est un accord de volonté entre deux personnes au moins. Donc le contrat est un accord de volonté entre deux personnes au moins. C'est le premier point. Qui sont liés par cet accord, qui génère des obligations. Donc premier tiret, le contrat est un accord de volonté. Donc un contrat est un accord de volonté, ce qui signifie qu'il n'est pas un acte juridique unilatéral. Il a été convenu entre plusieurs parties. Alors je vous propose, avant d'aller plus loin, de faire une petite pause et vous allez aller sur Eprel et vous allez retrouver un document qui est mon cahier d'exercice que j'ai publié sur Eprel. Et vous allez aller en page 2, il y a un QCM avec un certain nombre de questions. Et je vous demande de les lire. Et vous, en général, dans un cours normal, je donne à tout le monde ce QCM. Et je demande ensuite aux étudiants de répondre aux questions. Et à la fin, chacun lève la main pour me dire s'il a répondu oui ou s'il a répondu non. Et au bout du compte, je demande à un élève, aux élèves, si parmi eux, certains auront bien répondu à toutes les questions. Donc, première question, un testament est-il un contrat? Deuxième question, oui, non. Deuxième question, un don est-il un contrat? Et ainsi de suite. Je vous laisse lire les questions, y réfléchir. Je pense qu'il vous faut 5 à 10 minutes, enfin moins de 10 minutes, c'est sûr, pour bien lire toutes ces questions et essayer d'y répondre. Alors, je peux pas vous surveiller, bien sûr, pour être sûr que vous respectiez ce timing, mais voilà, essayez de le faire, faites-le. Et puis ensuite, de mon côté, moi, je reprends mon cours. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette session de définition sur le contrat, eh bien, on corrige tous ensemble le QCM
et vous m'indiquiez le nombre de bonnes réponses que vous avez pu avoir et surtout, ou inversement, votre nombre d'erreurs. Vous verrez, logiquement, vous allez assez régulièrement vous tromper parce qu'on a souvent un petit peu, on comprend ce qu'est un contrat, mais finalement, il y a des petits points qui sont un peu plus compliqués. Donc moi, je vous disais, et je reprends, logiquement, vous avez répondu au QCM pendant 10 minutes, et donc on reprend, on était au contrat est un accord de volonté. Il n'est pas un acte juridique unilatéral car il est convenu entre plusieurs parties. Le contrat se différencie donc du testament. Donc quand on avait dans le QCM la question est-ce qu'un testament est un contrat, eh bien la réponse est non. Un testament n'est pas un contrat. Donc deuxième question, le contrat est conclu entre deux ou plusieurs personnes. Il ne lie que les parties à cet accord. Il dispose d'un effet relatif. Vous pouvez mettre entre guillemets effet relatif. C'est une notion qu'on utilise énormément en droit, on parle de l'effet relatif des contrats. Il n'y a que les parties au contrat qui sont tenues par ce qui est dans le contrat. Point. Éventuellement, bien sûr, il peut y avoir des gens qui viennent ensuite dans leurs droits. Si vous héritez d'un contrat, si vous avez racheté une société qui était tenue d'un contrat, à exécuter un contrat vis-à-vis d'une autre société. Mais en soi, ce n'est que les parties au contrat qui doivent le respecter. Le contrat se différencie donc de l'acte juridique collectif tel que le vote majoritaire d'une assemblée générale d'actionnaires, puisque ce vote engage les minoritaires. Donc, dans un contrat, les parties elles prennent des obligations, elles doivent chacune les exécuter, c'est normal. Si vous concluez un contrat avec quelqu'un, c'est bien pour qu'il respecte ses engagements, et lui, même chose par rapport à vous. En revanche, quand vous êtes dans une assemblée générale d'actionnaires, de copropriétaires, dans un immeuble, donc dans ce type d'endroit où il y a des assemblées générales, donc dans une société ou dans un syndicat de copropriétaires, eh bien les majoritaires, ils votent, et s'ils ont atteint le quorum de participants et le nombre de personnes qui ont voté, donc ça peut être une majorité à 50%, parfois il faut des majorités des 2/3, mais si le quorum est atteint, eh bien les minoritaires ont perdu et ils doivent respecter la décision de la majorité. Troisième condition, troisième tiret, le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Créer, modifier, transmettre, éteindre. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le contrat génère des obligations. Il ne s'agit pas d'un accord de pure courtoisie, de complaisance ou de tolérance. Exemple, si vous invitez quelqu'un à dîner, eh bien, ce n'est pas un contrat. Si jamais vous ne respectez pas cette obligation, vous avez invité quelqu'un à dîner et vous l'annulez, c'est tout à fait impoli, mais on ne va pas vous envoyer un huissier pour vous obliger à exécuter le repas qui avait été promis à votre ami. S'il y a un autostoppeur, vous pouvez l'emmener. Vous n'avez pas un contrat avec l'autostoppeur et il ne peut pas vous dire « mais vous m'aviez promis de me déposer à Marseille, vous êtes arrêté à Lyon ». Non, c'est tout. C'est du domaine du non contractuel, c'est de la courtoisie, de la complaisance, de la tolérance que vous voulez, mais ça n'est pas un contrat. Un contrat génère donc des obligations. Ça n'est pas le cas, par exemple, d'une dette de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais en tout cas, quand on est tenu d'une dette de jeu, si vous avez perdu de l'argent au poker, vous ne pouvez pas aller devant un juge pour demander à ce que celui qui a gagné l'argent ne peut pas demander à un juge de vous condamner à payer cette somme et de vous l'autoriser à saisir un huissier pour faire des saisies sur vos comptes bancaires ou autres. C'est pas possible. Donc,
que certains sur la dette de jeu disent que c'est pour cela que la mafia s'est développée. C'est que si vous ne pouvez pas aller voir un juge pour obtenir le concours de la force publique, des policiers ou d'un huissier, on pourrait peut-être avoir besoin d'avoir recours à d'autres moyens de coercition, donc notamment la criminalité. Je ne sais absolument pas si cette explication est cohérente pour expliquer le développement de la mafia, mais en tout cas, voilà, ça peut être avancé comme hypothèse. On va peut-être pas développer certains points. On pourrait dire aussi, mais je ne veux pas aller jusqu'au bout, de dire que par exemple, un engagement d'honneur, ça n'est pas un contrat. Quand vous vous engagez à faire quelque chose, vous vous engagez sur l'honneur, vous n'êtes pas en train de conclure un contrat. Donc, grand 2, la classification des contrats. 2.1, donc on va voir sur un certain nombre de contrats, on va toujours distinguer les contrats selon certains types. Donc 2.1, contrat synallagmatique et contrat unilatéral. Alors vous avez dû entendre un mot que vous n'avez absolument pas compris, c'est synallagmatique. Ça s'écrit S-Y-N-A, 2-L-A, G-M-A, T-I-Q-U-E. Synallagmatique, S-Y-N-A, 2-L-A, G-M-A-T-I-Q-U-E. Donc que signifie ce terme certainement nouveau pour vous, mais vous verrez en droit on l'utilise beaucoup. Donc petit a, définition. Le contrat synallagmatique est le contrat qui fait naître à la charge des parties des obligations réciproques. Donc le nouvel article 1106 du Code civil le définit de la manière suivante. Vous pouvez ouvrir les guillemets. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Donc le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. C'est le cas par exemple, le contrat de vente. Le vendeur s'engage à livrer la chose, l'acheteur s'engage à payer le prix. Autre exemple, le contrat de bail. Le propriétaire s'engage à louer le bien et le locataire, qu'on peut aussi appeler le preneur, s'engage à payer le loyer. Donc, nouveau paragraphe, un contrat est unilatéral lorsqu'une seule partie est tenue d'obligation. Une partie n'est que débitrice et l'autre n'est que créancière. L'article 1106 du Code civil dispose que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celle-ci. Exemple, est-ce que vous avez une idée de ce que peut être un contrat unilatéral ? Le contrat unilatéral le plus que l'on pense souvent en premier, c'est le don. Vous vous engagez à donner quelque chose à quelqu'un. Ou bien encore, le prêt à titre gratuit. Donc un prêt à titre gratuit, celui qui emprunte la chose, il s'engage à la restituer. Donc il y a des contrats qui sont unilatéraux, comme le prêt, qui deviennent synallagmatiques s'il y a une contrepartie. Si par exemple, vous prêtez quelque chose à quelqu'un,
et que vous demandez un intérêt, eh bien dans ces cas-là, il y a dans votre prêt, ça n'est plus un contrat unilatéral, c'est bien un contrat synallagmatique. En tout cas, donc le contrat le plus courant, le contrat le plus connu dans les contrats unilatéraux, c'est le don. Petit b, intérêt de la distinction. Premier tiret, intérêt quant à la preuve. Alors, si un acte sous seing privé est conclu, alors sous seing privé, même chose, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez, je ne sais pas. Donc c'est un acte sous S-O-U-S, un peu plus loin, seing S-E-I-N-G, privé. Donc un acte sous seing privé est conclu, en gros c'est un contrat entre plusieurs personnes. Il doit être rédigé en autant d'original que de parties. Deuxième intérêt, intérêt quant au régime juridique. Si un contrat est synallagmatique, les obligations des parties sont interdépendantes. Ce qui se traduit notamment par la possibilité d'engager les actions suivantes. Premier tiret, une exception d'inexécution. Qu'est-ce que c'est qu'une exception d'inexécution? C'est lorsque vous achetez par exemple une voiture, vous voyez le vendeur de la voiture, vous vous apprêtez à lui donner 10 000 euros, mais vous ne voyez pas la voiture. Vous n'allez pas lui donner les 10 000 euros. Vous donnez 10 000 euros si on vous remet la voiture, mais sinon non. Parce que l'autre partie n'exécute pas son obligation, de votre côté vous vous dites pareil, je ne le fais pas. Donc définition, exception d'inexécution. Si une partie n'accomplit pas son obligation, l'autre partie peut refuser d'exécuter son obligation. Deuxième tiret, la résolution du contrat. La résolution du contrat, c'est j'ai payé mes 10 000 euros et la voiture, elle n'est toujours pas venue. Au bout d'un certain temps, je vais demander à annuler le contrat. Je vais demander sa résolution. Donc vous pouvez noter, si une partie n'a pas reçu la prestation à laquelle elle a le droit, donc si une partie n'a pas reçu la prestation à laquelle elle a le droit, elle peut demander l'anéantissement rétroactif du contrat. Donc si une partie n'a pas reçu la prestation à laquelle elle a le droit, elle peut demander l'anéantissement rétroactif du contrat et obtenir la restitution de sa prestation. Exemple, comme je vous l'avais indiqué, un contrat de vente, le prix n'a pas été payé, et bien dans ces cas-là, vous n'allez pas donner l'objet que vous avez vendu. Troisième autre intérêt par rapport au régime juridique, c'est la théorie des risques. Si par exemple vous vendez un immeuble, si vous louez un immeuble qui brûle, eh bien le bailleur ne pourra plus exiger le loyer. 2.2. Contrat onéreux et contrat à titre gratuit. Contrat onéreux et contrat à titre gratuit. Petit a, définition. Le contrat à titre gratuit est le contrat dans lequel une partie ne retire aucun avantage de la prestation qu'elle fournit. Donc le contrat à titre gratuit est le contrat dans lequel une partie ne retire aucun avantage de la prestation qu'elle a fournie. L'article 1107 du Code civil, donc l'article 1107 du Code civil dispose que, vous verrez, je vais souvent vous dire, une loi, un arrêté, un décret, ça dispose. Un contrat, lui, ça ne dispose pas, ça stipule. On parle de stipulation d'un contrat et des dispositions de la loi. Donc l'article 1107 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, il est à titre
unilatérale lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Exemple, je vous laisse réfléchir. Exemple don. C'est bien un contrat, parce qu'un don doit être accepté. Donc si le donateur accepte le don, eh bien c'est irrévocable. Vous avez donné une somme d'argent ou quelque chose à quelqu'un, ça a été accepté, eh bien c'est à le bien appartient désormais à cette autre personne. Et c'est bien sûr à titre gratuit, parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est a priori gracieusement, sinon c'est une vente. Donc, autre définition, le contrat à titre onéreux est le contrat dans lequel l'avance reçue par une partie trouve une contrepartie dans une obligation à sa charge. L'article 1107 du Code civil dispose que l'article 1107 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, le contrat est à titre onéreux. Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Donc le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Alors, je vous laisse réfléchir à un type de contrat à titre onéreux. Le plus connu, c'est le contrat de vente. Petit b, intérêt de la distinction. Petit a, c'est définition. Petit b, intérêt de la distinction. Dans un contrat à titre gratuit, la partie qui a réalisé une prestation gratuitement est particulièrement protégée. Exemple, vous donnez une voiture, vous donnez un bien, eh bien on ne pourra pas vous poursuivre ensuite s'il y a un vice caché dans ce bien. On ne va pas étudier, nous, cette année en tout cas, les vices cachés, mais en tout cas c'est quand le produit n'est pas conforme à l'état auquel on peut légitimement s'attendre. Vous avez une voiture et par exemple elle a un problème de freinage. Et vous n'allez pas pouvoir demander à votre mamie qui vous a donné une voiture la poursuivre en lui disant « Mamie, tu m'as donné une voiture, mais elle a un défaut, elle a un vice caché, je ne savais pas quand j'ai accepté ta voiture, je te demande des dommages et intérêts de réparer ce problème. » C'est pas possible, c'est un don, c'est gratuit, on ne peut pas poursuivre le donateur sur le fondement du vice caché. De même, le donateur est davantage protégé. S'il s'est trompé sur l'identité de quelqu'un, eh bien, il peut obtenir l'annulation de son don. Donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. C'est là où je m'étais arrêté l'année dernière, donc je reprends le même rythme. Je sais que c'est beaucoup plus court, 38 minutes. Mais bon, c'est déjà, pour une première vidéo YouTube, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas combien de temps vous avez mis, si vous avez bien fait le QCM, bien sûr, et ainsi de suite. Et je parle probablement beaucoup plus vite qu'en cours, mais c'est comme ça. Voilà donc pour ce premier essai. J'espère que ça fonctionnera bien.